Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. C'est comme d'hab, des autorités qui laissent toute une région sombrer dans la violence et dans l'insécurité lorsque ce ne sont pas ses propres services qui sont aux manœuvres de la manipulation. Des autorités qui ne font rien, qui laissent faire, qui bricolent, dont les policiers se rangent d'un côté du conflit avec les uns contre les autres, ou qui assistent passifs et presque amusés à la dévastation d'un cimetière, de maisons, de quartiers entiers. Des images et des preuves de ce laxisme et de ces curieuses attitudes existent à profusion. Et lorsqu'elles bougent enfin, ces autorités, ces mêmes autorités, parce que la violence a atteint des seuils intolérables, qu'elle s'est transformée en carnage, et parce que la clameur internationale devient inquiétante pour la pérennité même du régime, pour son sérieux, pour l'image qu'il s'est fabriquée, lui qui tente de tromper tout le monde sur sa véritable nature, alors elles font semblant, ces autorités, de bouger, de monter au créneau, bille en tête. Elles font montre de vigueur, de rigueur, de fermeté. Zama, zama. Et que font-elles au juste? Eh bien, c'est tout simple. D'abord, elles procèdent à des arrestations au pif, à la tête du client, ou pire, à celle de militants qui dérangeaient par ailleurs et qu'elles ont pris le soin de charger de tous les crimes, y compris celui d'intention séparatiste, y compris celui de connivence avec des États étrangers, des ennemis qui ne cherchent qu'à déstabiliser l'Algérie, voire à la précipiter dans le chaos. La main étrangère. Nous y voilà. Ou plutôt, nous y revoilà, puisque c'est le mobile préféré du régime algérien qu'il prête et qu'il fait endosser à tous ceux qu'il dérange, qu'il apprête à toutes les sauces du mensonge et de la manipulation. Une explication toute facile, prête à l'emploi, dont raffolent les gogos shootés au nationalisme patriotard. Ils sont en territoire conquis, ces jongleurs de la parlotte, qui éructent leurs sentences en même temps qu'ils rotent leur profession de foi à Katsou, en même temps qu'ils convoquent des chouhadas qu'ils utilisent comme s'ils ne devaient servir qu'à ce genre d'exercice, en même temps qu'ils invoquent les intérêts suprêmes de cette patrie qu'ils dépouillent et qu'ils tuent pourtant. Abdelmalek Sedlel, le Premier ministre, vient d'enfourcher le dada de la main étrangère, encore une fois, pour expliquer les troubles de la vallée du Mzab. Je le cite. « Nous connaissons parfaitement la source du financement de ces plans provenant d'un pays frère. » Fin de citation. Le bouc émissaire est désormais désigné, ou plutôt confirmé, au plus haut niveau du gouvernement, puisque depuis des mois déjà, des milieux qui se disent nationalistes et une certaine presse tombaient à bras raccourcis sur notre voisin marocain en le citant nommément et en portant contre lui des accusations toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Il faut dire aussi que de l'autre côté de la frontière, une certaine presse spécialisée dans l'agitation des haines et des milieux ultranationalistes marocains procède des mêmes méthodes que leurs pendants algériens. Ce ressentiment savamment entretenu, ces appels à la malveillance, ces tentatives d'attiser les haines entre les deux peuples, que tout rassemble pourtant, trouvent preneur malheureusement. Au Maroc, dans ces milieux rances où fermentent les aigreurs, les Algériens sont devenus des Algéciens, un peuple sans histoire. Certains ne craignent pas de se réjouir publiquement des malheurs de ce malheureux pays. Et ils se frottent les mains à l'idée qu'ils pourraient bientôt voler en éclats. En Algérie, pour leurs frères en haine, qui barbotent dans les délices exquis de la bêtise et macèrent dans le fiel, les Marocains empoisonnent leur jeunesse avec leur drogue et crèvent de jalousie devant la prospérité et la puissance des Algériens. Peu cher. Le plus triste est que l'immense majorité des Marocains et des Algériens qui s'estiment réciproquement et qui ont les uns pour les autres la meilleure amitié, la meilleure considération
qui puisse s'imaginer reste silencieux. Parce que c'est le temps de la méchanceté, de la haine. Parce que lorsque la bêtise triomphe, la noblesse d'âme rase les murs. Aujourd'hui. TSA Gheldaya, Fakhar détenu dans un département de sécurité. Par Hajer Gnenfa. Le matin Algérie. Kamel Eddin Fakhar, une détention illégale et illégitime. Par Mohan Bekir. Algérie1.com. Un pays frère a financé ce qui s'est passé à Gheldaya. Selon Sellal. Par Mourad Erbeni. Avec nous aujourd'hui, pour discuter de tout ça, je reçois, par ordre alphabétique, Nordin Ahmin, avocat défenseur droits de l'homme à droite, Yahya Bonouar, journaliste à Paris, Saleh Debbouz, président du bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme à Alger, Jamal Hafsi, journaliste marocain, spécialiste questions maghrébines à Rabat. Merci à eux quatre d'être avec nous. Nordin Ahmin, vous êtes avec nous. Nordin Ahmin. Massa al-Khair, oui, je suis Massa al-Nour, c'est Nordin. Vous êtes l'avocat de Kamel Eddin Fakhar. Vous nous aviez fait savoir que vous étiez en route pour aller le visiter à Gheldaya. On était, oui. Quoi de nouveau dans cette arrestation? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? De quoi est-il accusé? Eh bien, jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas eu accès au dossier dans la mesure où il n'a pas été présenté au parquet, lui et les autres, et le reste des détenus qui sont au nombre de 21. Donc, normalement, les informations que j'ai eues au départ aujourd'hui, il était question de les présenter justement devant le procureur. Malheureusement, ils étaient au tribunal, mais je ne sais pas pour quelle raison, jusqu'à présent, je ne sais pas pour quelle raison ils n'ont pas été présentés. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un complément d'information? Est-ce qu'on n'est pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais Nordin Ahmin, est-ce qu'il n'a pas le droit de recevoir son avocat, de lui parler, de lui expliquer ce qui s'est passé? Non, bien sûr, s'il y a eu présentation devant le procureur, en effet, on aurait bien, l'avocat a le droit d'assister le détenu, mais tant qu'il n'y a pas de présentation, donc pour l'avocat, il ne peut pas justement voir son client au moment de la garde à vue. Jusqu'à présent, sont considérés comme étant en garde à vue. Mais la garde à vue, elle est normale? Elle n'a pas dépassé la période légale? Tout dépend du chef d'accusation. Apparemment, ça veut dire on veut vraiment présenter un dossier très lourd pour garder, parce que cela, ça va vers une accusation grave. Il faut dire qu'il peut aller jusqu'à 12 jours. Mais qu'est-ce qu'on le reproche au Kamel Eddin Fakhar et ses compagnons qui ont été arrêtés en même temps que lui? Qu'est-ce qu'on le reproche au juste? On ne sait pas. Pour le moment, la défense n'a pas eu accès au dossier, dans la mesure où il n'a pas été présenté non seulement devant le procureur, mais une fois que l'avocat aura la possibilité d'avoir accès au dossier, une fois que le dossier, l'affaire sera en instruction. C'est-à-dire devant le juge d'instruction. Pour le moment, on ne peut pas le savoir. Bien sûr, s'il y a une présentation, au moins dans la demande d'ouverture d'information, bien sûr, on a la possibilité d'avoir les chefs d'accusation. Ça, c'est vrai. Mais pour le moment, étant donné qu'il n'y a pas eu cette présentation devant le procureur, donc c'est le procureur, c'est lui qui rédige la demande d'ouverture d'information. C'est-à-dire que c'est lui qui arrête définitivement les chefs d'accusation. Alors, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
a déjà parlé de Kamel Din Fakhar. Voilà ce qu'il en dit, je vous le cite. Il l'a dit devant une assemblée de notables des deux camps, si on peut les appeler ainsi. Voilà ce qu'il dit, SLL. Parlons de Kamel Din Fakhar. Celui qui veut s'adresser à Ban Ki-moon n'a qu'à aller, et celui qui croit qu'il peut ranimer le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie devant Gherdaya, il se trompe. C'est-à-dire, quand il dit celui qui veut s'adresser à Ban Ki-moon n'a qu'à aller, ça veut dire, il voulait dire, puisque lui est très maladroit quand il s'exprime, celui qui يدز معاه ما يروح لبن كيمون على روحه. Voilà ce qu'il voulait dire. Oui, oui, c'est ça, on est là, c'est les mettre à bord, c'est nous la loi, et il n'y a pas, pour un Premier ministre, c'est honteux. C'est honteux de la part d'un Premier ministre, parce que le Code de procédure pénale, en matière de poursuite, le pouvoir exécutif n'a pas le droit de se mêler justement du pouvoir judiciaire. Il n'y a que le ministre de la Justice, que le Code de procédure pénale lui donne la possibilité justement de demander au procureur général d'ouvrir une enquête sur quelqu'un. Uniquement le ministre de la Justice. Alors pour qu'un Premier ministre se permet de porter comme ça des accusations. En fait, apparemment, apparemment, c'est lui qui a donné l'ordre en fin de compte. Ah, Voilà. Donc, c'est une arrestation politique. Absolument, absolument, absolument. Mais c'est Nordin une Ahmed, arrestation politique. Nordin Ahmed, Même si on a l'impression que cela, il a été à Gherdaya, c'est uniquement pour demander l'arrestation de Kamel Din Fakhar et les autres. Bien sûr, les autres pour dire que ce n'est pas la seule personne, que bien sûr présenter les choses comme étant un complot, comme ils ont l'habitude de le faire. mais qui sont les personnes qui ont été arrêtées? Toutes les personnes qui ont été arrêtées, appartiennent-elles à un seul camp? Elles ont été prises dans les deux camps? Comment ça s'est passé? Pour le moment, c'est les personnes, les personnes concernées, sur lesquelles on parle actuellement, c'est d'un seul camp. C'est-à-dire, malheureusement, il faut de le dire, c'est des Mozabites. On n'a pas entendu dire et faire tout un tapage sur les autres camps. C'est quoi ça? C'est quoi? Qui est donc? C'est eux qui sont derrière ce qu'ils appellent eux le fitna. Restez avec nous, Nordin Ahmed, si vous le pouvez. Je sais que vous êtes en route pour vous rendre à Gherdaya pour aller visiter votre client, mais essayez de rester avec nous si vous le pouvez. Bonsoir, Yahya Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Bonjour. Merci, Yahya. Alors, Yahya, vous avez été l'un des premiers, tout de suite après, à prendre la défense de Fakhar, ici même, dans cette émission. Alors, pour vous, est-il un bouc émissaire? Ces appels à des institutions internationales ont-elles à ce point gêné le régime? Un peu, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a des télés, et une télévision en particulier en Algérie, qui appelle tous les jours les Algériens à la division, qui incite les Algériens les uns contre les autres, les salafistes contre les laïcs, les arabes contre les amazirs, les sunnites contre les chiites. Une télé très proche du pouvoir et que je ne citerai pas. Oui, merci. Des médias proches du pouvoir qui appellent à la haine et qui divisent les Algériens. Alors qu'est-ce qu'on va aller reprocher à Kamel Din Fakhar? Puisque ce sont eux-mêmes qui sont en train de diviser la société, sans compter bien évidemment les appels à la haine contre le Maroc, contre le Qatar et ainsi de suite. C'est le régime algérien et les médias du régime algérien qui divisent la société et qui la poussent à l'explosion. Aujourd'hui, ils veulent faire passer Kamel Din Fakhar pour un bouc émissaire. Kamel Din Fakhar est un militant que je connais personnellement, qui ces dernières années, un peu comme Farhat Mahani avant, c'est complètement perdu espoir avec ce régime pourri, et qu'il essaye maintenant, après avoir défendu pendant des années la démocratie au niveau national, c'est refermer et essaye de défendre sa communauté en se disant je ne peux plus rien faire, de l'impuissance. Mais voilà son parcours. Alors on peut le partager ou pas. Il y a 2 ans, après un premier massacre,
où il y a eu 3 ou 4 morts, à Gherdaya, et devant l'attitude des policiers et des gendarmes qui n'ont pas protégé la communauté mozabite, il a appelé, mais c'était un appel de désespoir, la communauté internationale à venir protéger les Mozabites puisque les policiers et les gendarmes ne le faisaient pas. Malheureusement, les événements et l'histoire viennent de lui donner raison. 2 ans après, ce ne sont plus 3 morts ou 4 morts, mais 20 morts. Et la prochaine fois, ce sera 100 morts parce qu'ils vont refaire la même chose. Mais Yahya Bounoir, Yahya, oui. Que pensez-vous justement de ce rapprochement de Kamal Din Fakhar avec Farhat Mehni du MAC, ou plutôt avec le MAC de Farhat Mehni? Oui, je vous l'ai dit, Farhat Mehni a milité 30 ou 40 ans pour la démocratie et les libertés, pour toute l'Algérie, puis à un moment, il n'en pouvait plus, c'est de l'impuissance face à ce régime complètement pourri, et il s'est refermé sur la communauté kabyle en se disant, je vais protéger au moins ma communauté. C'est à peu près le même chemin que fait Kamal Din Fakhar. On est d'accord avec ou on n'est pas d'accord. On est d'accord avec son appel à la protection communauté internationale ou pas. Moi, je ne partage ni l'un ni l'autre. Mais enfin, c'est des positions politiques. C'est pas des gens qui prennent les armes. Et je vous rappelle qu'il y a des gens, il y a pas longtemps, vous êtes au courant, qui appelaient à la télévision à ouvrir une ambassade de Daesh en Algérie. Et ceux-là, ils sont libres, ils sont protégés. Alors que Kamal Din Fakhar, qui appelle à protéger sa communauté, on va le mettre en prison avec une accusation de terroriste. Il est aujourd'hui entre les mains du DRS, tout le monde le sait. S'il a passé la période de 48 heures de garde à vue, voire de 96 heures, ça veut dire que c'est une procédure antiterroriste. Et que fait ce même DRS devant des appels au meurtre à la télévision, devant des incitations de la communauté, des Arabes contre les Amazirs, les Sunnites contre les Chiites. Et ils ne font rien, ils s'attaquent à ces personnes, alors qu'eux-mêmes font 100 fois plus que ce que peut faire Kamal Din Fakhar ou Farhat Mehni. Restez avec nous, Yahya Bounoir. Saleh Debbouz, avocat et président du Bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Merci d'être avec nous, Saleh Debbouz. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment avez-vous appréhendé en tant qu'avocat et en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, comment avez-vous appréhendé cette arrestation de Kamal Din Fakhar et de ses compagnons, d'un, et de deux, que pensez-vous de cette déclaration du Premier ministre? Bon, d'abord, il faut savoir que ce ne sont pas ses compagnons, les 20 personnes qui sont arrêtées avec lui, mais ce sont des gens qui étaient avec lui dans la mosquée, puisqu'ils étaient en train de faire la prière de Tarawih. Alors, les services de sécurité débarquent à la mosquée, c'était, je crois, à 22 heures. Donc, ils pénètrent à l'intérieur de la mosquée et ils tirent des tirs de sommation. Ils embarquent ceux qu'ils trouvent. Attendez, maître Debbouz. Vous nous dites qu'ils ont tiré à l'intérieur de la mosquée? Voilà, c'est le témoignage de quelqu'un qui était à l'intérieur de la mosquée qui me l'a raconté comme ça. Ils sont entrés à l'intérieur, ils ont tiré des tirs de sommation, ils ont embarqué 27 personnes. Après, ils ont lâché quelques-uns. Il en reste, selon Maître Ahmed, 21. Mais pourquoi les avoir arrêtés au milieu de la mosquée? Ils n'étaient pas en fuite, ces gens des résidences? Il y a encore mieux que ça, je vais vous dire, beaucoup mieux que ça. La personne qui m'a donné ce témoignage m'a parlé de douilles de balles tirées par les policiers qu'ils ont ramassées et qu'ils gardent comme preuve. Ensuite, la remarque que je dois faire, moi, il faut savoir que mon ami Maître Ahmed est là pour le confirmer. Kamal Din Fakhar a été jugé plus de 100 fois, plus de 50 fois. Je suis sûr que ça dépasse les 50 fois. Et à chaque fois qu'il est convoqué régulièrement, il se rendait soit au service de sécurité. Il y a un souci. Oui, on vous entend. Alors, il n'a jamais dérobé. Quand on l'appelait, il se rendait à chaque fois régulièrement. Donc, troisième point, Frère Kamal Din affiche ses idées et les assume. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans la transparence la plus totale. Il n'était pas clandestin, il ne vivait pas dans la clandestinité.
Et ces idées ne datent pas du jour de son arrestation ou du massacre de Garara. Il date beaucoup plus d'une date beaucoup plus ancienne. Donc, il est clair que c'est un bouc émissaire. Alors, il reste maintenant qui a décidé de l'arrestation de Kamel el-Din. Il y a une autre remarque très importante que je dois vous dire. Et je tiens ça de l'un de ses avocats sur place à Gherdaya. Le jour de son arrestation, c'était des journaux télévisés de certaines chaînes connues pour... que nous nommerons pas. Que nous ne nommerons pas. Ouais. Bien sûr. Et donc, qui affichait à longueur de journée que Kamel el-Din Fakhar a fait objet d'une arrestation. Moi, je l'ai appelé au téléphone. Il m'a dit que ça reste une rumeur. Il m'a dit que à chaque fois, on sort des rumeurs sur moi, que soit je vais être arrêté, ou que je suis blessé, ou que je suis tué. Et donc, il m'a rassuré, ce n'est qu'une rumeur. C'était quelques heures, 3 ou 4 heures avant son arrestation. Mais j'ai su après que son avocat est allé voir la matinée les services de police comme la justice pour demander s'il y avait quelque chose contre Fakhar Kamel el-Din, s'il y avait une convocation, un bulletin de recherche ou quelque chose dans ce sens. Ils lui ont dit qu'il n'y avait rien. Et si on sait que c'est M. Sellel, en réunion à la Wilaya, qui avait déclaré que Kamel el-Din Fakhar va être arrêté et qu'il est considéré comme responsable de tout ce qui se passe à Gherdaya, et sachant aussi qu'il y avait la veille une réunion entre 5 personnes qui sont le président de la République, le chef de son cabinet, le Premier ministre, le chef d'état-major et un des responsables des services de renseignement, qui avait demandé à Sellel, avec 2 autres ministres, je crois, d'aller à Gherdaya et d'appliquer un plan arrêté pendant cette réunion. On comprendra très bien que l'arrestation de Fakhar Kamel el-Din est une décision politique prise dans cette réunion. Pourquoi je dis 5 personnes? Parce que ces 5 personnes ne représentent ni un conseil de ministres, ni un conseil de gouvernement, ni un haut conseil de sécurité. Moi, je les ai appelés 5 copains. Ils se sont réunis, ils ont décidé qu'il fallait calmer les esprits parce qu'il y a eu un carnage à Al-Grara. Donc, Fakhar était tout indiqué avec d'autres personnes, peut-être, on n'en sait rien, pour lui faire endosser la responsabilité de l'échec de sécuriser la ville de Gherdaya, au moins, je dis au moins de sécuriser la ville de Gherdaya, parce que si on considère l'échec du pouvoir en place, on va dire dans le meilleur des cas qu'ils ont échoué dans la mission de garantir la sécurité des biens et des personnes, parce que dans le pire des cas, c'est eux qui ont fabriqué ces événements et c'est eux qui gèrent cette situation. Et toutes les vidéos que nous avons vues sont là pour le prouver. Donc, pour moi, l'arrestation de M. Kamel el-Din Fakhar est une décision politique. J'ai su ce matin que son frère a pu le voir et il lui a dit qu'il était auditionné plusieurs fois, à chaque fois pour 3 ou 4 heures, et que toutes ces auditions étaient filmées. Et donc, les dernières informations que j'ai eues, c'est ça. Mais quelles sont les personnes qui ont été arrêtées? Toutes les personnes qui ont été arrêtées, qui sont-elles? Moi, si je vous parle du groupe de Fakhar, c'est-à-dire les personnes arrêtées avec Fakhar, oui. Je sais qu'il y a Fakhar Kamel el-Din, il y a Souvra al-Mqasem, qui est... Souvra al-Mqasem, très connu comme étant un militant de la cause qui essaye de défendre sa communauté depuis des mois maintenant, exactement. Des années. Oui. Donc il est toujours avec Fakhar Kamel el-Din. Et qui a été arrêté à plusieurs reprises, il faut le signaler. Oui. Oui. C'était des ex-élus. Il faut rappeler que Fakhar Kamel el-Din et Souvra al-Mqasem étaient des élus de l'APC de Gherdaya. Oui. Et le reste du groupe, à ce que je sache, ce sont des gens qui faisaient la prière dans la même mosquée avec Fakhar Kamel el-Din. Je sais aussi qu'il y a 4 personnes diabétiques, 2 personnes qui ont plus de 60 ans, et je sais qu'il y a au moins
quelqu'un qui est invalide à plus de 80% d'incapacité, au moins une personne. Donc il y avait aussi, je crois, 3 mineurs qui ont été relâchés. Mais vous nous confirmez cette information que la police a tiré à l'intérieur de la mosquée? Elle a tiré des coups de sommation? Je vous dis que quelqu'un qui était dans la mosquée m'a appelé pour me dire ça. Il m'a dit que on s'apprêtait, on venait de terminer la prière de Tarawih et Shifa'i ou l'Utri, quand un jeune qui sortait de la mosquée est revenu en courant pour dire « Je vous rapporte fidèlement ce que cette personne m'a raconté Oui. ». Un jeune qui venait de sortir de la mosquée est revenu en courant pour leur dire « J'ai vu des policiers se diriger vers la mosquée, ils n'ont même pas eu le temps de l'écouter que les policiers ont pénétré à l'intérieur de la mosquée. Et cette personne me dit qu'il y a eu des tirs de sommation à l'intérieur de la mosquée. Et qu'ils ont mis tout le monde à genoux et qu'ils se sont adressés vers Frère Kameldine et ils lui ont dit « Toi, on te cherche ». Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont embarqué. Restez avec nous. Restez avec nous, Salah Debbouz. J'accueille à présent le Jamal Hafsi, journaliste marocain, qui est avec nous sur Skype. Jamal Hafsi, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Jamal Tin. Ah, vous n'êtes plus avec nous en Skype, là, j'ai l'impression. Ah si. Non, oui. non, il y a un petit problème, le son, vous le percevez apparemment mal. De votre téléphone. Très bien. Jamal, Oui. des échanges peu amènes, hein, elles se produisent tous les jours, entre autorités algériennes et marocaines, entre presse aux ordres interposés. Mais là, c'est au plus haut niveau du gouvernement algérien, en l'occurrence par l'intermédiaire du Premier ministre, que, sans le nommer toutefois, que le Maroc est désigné comme étant la source de financement des troubles qui ont eu lieu et qui persévèrent dans la wilaya de Ghardaïa, même s'il y a une accalmie relative. Or, pour mettre les choses dans l'ordre, il faut dire à la décharge de son homologue que le 5 mai passé, le Premier ministre marocain avait déclaré ceci, je le cite. « Au Maroc, nous avons une conviction. On peut choisir ses amis, mais on ne peut pas choisir ses frères. Les Algériens sont nos frères, nous les aimons et nous pensons que c'est réciproque. » Fin de citation. À vous, Jamal Hafsi, dites-nous ce que vous en pensez. Bah, évidemment, vous comprendrez que je ne commenterai en aucun cas les événements d'Umzab, les malheureux événements d'Umzab. L'affaire des échauffourées étant une affaire algéro-algérienne, je me limiterai à commenter les propos de M. Agmel Sellel, en disant ceci. D'abord, cette saillie, cette regrettable saillie de Agmel Sellel n'est pas une première à l'endroit du Maroc. Je rappelle que, et c'était juste, si mes souvenirs sont bons, c'était pendant la campagne électorale, la dernière campagne présidentielle, où il avait déclaré lors d'un meeting que l'Algérie était puissante, qu'elle matterait, enfin c'était à peu près ces termes, bon, qu'elle matterait quiconque s'aventurait, tout le monde avait compris que le message était à l'adresse du Maroc. Bon, il y a eu cette saillie. Ensuite, il y a eu un certain nombre de saillies qui concernaient d'abord les Algériens. Ça, je ne commenterai pas. Par rapport à cette dernière saillie, moi, à mon avis, elles appellent au moins 2 remarques. La première remarque, c'est que, personnellement, je ne peux pas comprendre que le Premier ministre d'un État quand même, l'Algérie n'est pas le Zimbabwe, hein. L'Algérie, c'est un État respectable, c'est un État puissant, c'est une puissance régionale, il faut l'admettre, c'est un État qui a une histoire, c'est un État qui... Je ne peux pas comprendre que le Premier ministre d'un tel État puisse avoir une saillie, je suis désolé, mais je ne peux la qualifier que de légère. Pourquoi? Parce que on va faire un peu de politique fiction. On va supposer qu'un pays X, on va dire, disons le Maroc, serait derrière ces troubles.
Bon, là, cette perspective, cette hypothèse appelle une remarque. Cela suppose, si il y a implication d'un État tiers dans les affaires algériennes et que cet État tiers ait pu embrigader une partie de la population du Mzab pour trahir l'Algérie, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est que au sein de cette population, il y a des traîtres. Bon, en d'autres termes, M. Abdelmalek Sellel est en train de nous apprendre que parmi la population algérienne, parmi les citoyens algériens, il y aurait des traîtres qui seraient à la solde du Maroc. Et là, je vous laisse tirer la conclusion, enfin, je la tire en fait, c'est que les Algériens, une partie des Algériens sont traîtres et sont prêts à collaborer avec un ennemi étranger contre leur pays. Ce que je ne saurais croire. Il y a d'abord cette remarque. La seconde remarque, si ce même État tiers qui serait parvenu à embrigader, que ça soit des mauvaises habits ou des chambres, on s'en fout, bon, jusqu'à arriver à provoquer d'aussi regrettables dégâts, c'est que les services de sécurité algériens, et je cite le DRS, n'est pas un service qui fait son travail convenablement. Ce que aussi je conteste. Donc, avant, en principe, un chef de gouvernement sage, pondéré, un chef de gouvernement qui préside, dans l'état où se trouve le président, c'est là pratiquement les coups de France. Un Premier ministre qui préside aux destinées d'un État aussi puissant, aussi fort, aussi grand que l'Algérie, à mon avis, ne devait pas se permettre ce type de saillie, laquelle saillie est une insulte à l'endroit d'une partie de sa population et est une insulte à l'endroit de ses services de sécurité. Parce que rentrer se balader, aller embrigader des personnes, provoquer ce genre, ça veut dire que l'Algérie c'est un peu la poire. Ce qu'elle n'est pas évidemment. Jamel Hafsi, oui. Au Maroc aussi, malheureusement, je me dois de le signaler, de vous poser la question. Des milieux très actifs dans la presse, dans les réseaux sociaux, agitent la haine contre les Algériens de la même manière que des milieux très actifs en Algérie agitent les haines contre leurs voisins marocains. Qu'est-ce qui fait, qui tire les ficelles de ces agitateurs de haine? Je vais vous dire ce qui tire les ficelles de ces agitateurs de haine, d'un côté comme de l'autre. C'est le résultat de 40 années de tensions. Je dirais plus, parce qu'en fait, les tensions algéro-marocaines, il faut appeler les choses par leur nom, et là je rétablis une vérité qu'aucun discours politique ou autre ne pourrait occulter. C'est que depuis juillet 62, les rapports algéro-marocains n'ont jamais été, je dis bien, je le précise, au beau fixe. Il y a eu quelques intermèdes, et d'ailleurs, pour étayer mon propos, il suffit de savoir que depuis l'indépendance de l'Algérie, depuis le 5 juillet 62 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les frontières entre les deux pays ont été fermées pendant plus d'une trentaine de 3 décennies. Oui. Ça n'a pas débuté avec cette histoire du Sahara. Bon. Là, je reviens à votre remarque. Il faut qu'on en parle, bien évidemment. Bien sûr, évidemment. De cette perpétuelle tension est né d'un côté comme de l'autre un certain chauvinisme que des discours politiques ont arrosé au gré des comment j'appellerais ça, au gré des escalades épisodiques. Parce qu'en fait, quand je dis que depuis juillet 62 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu tout de même des périodes malheureusement très courtes où c'était, je ne dirais pas de grand amour, mais où il y a eu un apaisement. On est même arrivé à signer une convention de bon voisinage. On a listé, miroité l'idée, comme quoi à une certaine époque, comme quoi l'Algérie et le Maroc, ça allait être ce couple qui allait enclencher une dynamique pour la promotion de ce Maghreb que nos aïeux ont rêvé. Bon,
tout ça a fait qu'un certain chauvinisme a trouvé ça. Il y a eu un terreau. On a préparé un terreau pour ce chauvinisme. Et tout à l'heure, vous parliez des échanges peu amènes, des échanges parfois d'une imbécilité totale qui se produit au niveau des réseaux sociaux. Mais encore faut-il s'arrêter sur un petit point. C'est que vous avez de jeunes Algériens qui ont moins de 30 ans, et chez nous, de jeunes Marocains qui ont moins de 30 ans. Bon, ceux-là, c'est qui? Ce sont des jeunes qui, à l'époque où il y a eu la dernière fermeture des frontières, c'est-à-dire en 1994, c'est-à-dire il y a 21 ans, avaient 9 ans au grand maximum. Bon, ceux-là ne connaissent du voisin, ils ne connaissent rien. Et quand je les entends vociférer dans un langage, j'éviterai je ne donnerai même pas d'exemple. Vous avez dit qu'on taxait de chez nous les Algériens d'Algériens, de l'autre côté on taxe les Marocains de tous les noms d'oiseaux, de trafiquants, etc. Tout ça, il faut pas. La théorie du complot, c'est-à-dire le fait qu'il y ait du côté algérien ou du côté marocain quelques mains occultes qui seraient derrière. Il n'y a pas de stratégie. Jamal Hafsi, je reviens à vous dans un instant pour vous demander si nous allons rester là, si les peuples ne vont pas entamer une dynamique pour aller l'un vers l'autre, pour isoler ces minorités qui essayent de semer la haine et la discorde entre eux. À tout de suite. Nourdine Ahmed. Nourdine Ahmed, vous êtes avec nous. Oui, je suis à l'écoute toujours. Alors, comment ça va se passer maintenant? Une fois que le chef d'inculpation va être signifié, il le sera très certainement, j'imagine. Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on envisage de faire? La première des choses, bien sûr, de voir qu'est-ce qu'il y a exactement, quels sont les chefs d'accusation. Il y aura une instruction, il y aura accès au dossier. Donc nous, notre travail, il va être beaucoup plus dans les premiers temps dans l'instruction, quoi. C'est le suivi de l'instruction du dossier et bien sûr prendre toutes les mesures une fois qu'on aura connaissance de tous les éléments du dossier. À ce moment-là, bien sûr, on va faire de sorte à ce que, bien sûr, voir ces chefs d'accusation, sur quoi ils se sont basés, quelles sont les preuves, on va étayer tout cela, on va analyser tout cela, on va étudier tout cela. Et bien sûr, nous on est convaincus d'ores et déjà, la justice fait son travail, d'accord, mais nous sommes convaincus qu'il y a derrière cette poursuite, comme on a dit tout à l'heure, des raisons politiques. Donc, d'ores et déjà, on se prépare à appréhender les choses sous cet angle, sous l'angle qu'il y a un dossier, une poursuite pour des raisons politiques. On a donc certainement créé tout un dossier en toutes pièces. On va faire face à tout cela. Voilà. Restez avec nous, Nourdine Ahmed. Bounouar, Yahya Bounouar. Yahya Bounouar. Yahya Bounouar est avec nous. Ouais. Je reviens à Nourdine Ahmed en attendant que nous retrouvons, avant de passer à Salah Debbouz. Nourdine Ahmed, sinon, vous êtes à Ghardaïa en ce moment? Non, je suis rentré de Ghardaïa. Oui, on a attendu jusqu'à 2h30, il n'y avait rien du tout. Donc, normalement, ils les ont ramenés pour la présentation. Et finalement, une présentation qui a été apparemment annulée. Donc, on a attendu jusqu'à 14h30, l'heure de la fermeture. Même le procureur n'était pas sur place. Et comme j'avais 200 km à faire, j'étais obligé de quitter le lieu à 14h30. Comment vous avez trouvé Ghardaïa? Quel état d'esprit, quelle ambiance?
Gardaya, c'est le calme total. On ne dirait pas qu'il y a eu... D'ailleurs, il n'y a rien eu à Gardaya. Oui. La journée, ce qui s'est passé à Derara n'a pas touché ni de près ni de loin Gardaya. D'ailleurs, c'est une question qui se pose. Comment suit-il des événements qui sont déroulés à Derara, à 120 km de Gardaya, on va à Gardaya arrêter des gens? C'est déjà uniquement ça. Ça laisse à poser beaucoup de questions. Donc c'est le calme total au niveau de Gardaya. Des stigmates au niveau de Borian Afro, c'est des stigmates de guerre, c'est des maisons détruites, brûlées. Vraiment, c'est des images de guerre. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est honteux pour un pouvoir, au lieu de s'atteler à ça, au lieu de dire ce n'est pas possible qu'en Algérie des choses se passent comme ça, au lieu de, je ne sais pas, de constituer des commissions d'enquête pour arriver justement à clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène la première fois, on a ramené la police, on a dit, oh, c'est pas suffisant, la gendarmerie. Maintenant, on ramène l'armée, comme si l'armée va régler quoi que ce soit. Ça ne va pas régler parce que c'est un problème d'abord. C'est une responsabilité des pouvoirs publics, c'est de leur responsabilité. Celle-là n'a pas hésité un instant avant les élections pour dire aux gens de Gardaya qu'on est là, une fois que les élections passées, le problème de Gardaya sera réglé. Où sont ces promesses? Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Nourdine Ahmin. Yahya Bounouar. Oui, je vous entends très bien. Yahya, Nourdine Ahmin vient de nous dire que l'armée n'est pas et ne sera pas la solution. En plus de ce procès, j'allais dire procès d'intention, ça veut dire que c'était prévu dès le départ, des émeutes, des troubles qui ont lieu, des massacres, des carnages qui ont lieu à Grera. On arrête des gens à Gardaya parce que, et après que le Premier ministre ait déclaré qu'il aille se plaindre auprès de Ben Ki-moon, qu'il appelle de tout le temps, il n'a qu'à aller le voir, il est arrêté. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Que l'armée pourra régler le problème? Que l'affaire Fakhardine va se développer plus que prévu? Qu'ils ne réussiront pas à l'étouffer? Avant de répondre, je veux juste confirmer ce que vous disiez, maître Debbouze, que je suis en contact avec des proches de Kamel Fakhar, bien entendu, et je confirme qu'il y a bien eu des tirs à l'intérieur de la mosquée juste avant l'arrestation. Pour revenir, encore une fois, c'est pas un problème d'effectif. Qu'est-ce que vient faire l'armée là-dedans? Il y a suffisamment de policiers et de gendarmes pour régler le problème. Le problème, c'est pas le nombre, c'est que les policiers et les gendarmes et les militaires, les soldats qu'on va mettre sur le terrain, sont eux-mêmes sous l'influence du discours officiel, relayé par les médias de l'État et les médias privés qui sèment la haine, sont persuadés qu'ils ont raison et que il faut matraquer les Mozabites parce que c'est des Ibadites, parce que c'est des Khawarij, parce que c'est des Chiites. L'armée ne va rien régler. Le soldat, le policier, le gendarme considèrent qu'ils appliquent l'idéologie et le discours officiel relayé par les médias proches du régime. Donc ça va absolument rien régler. Ce qu'il faut régler, c'est d'aller dire aux Chamba et d'aller dire aux Mozabites que les problèmes des jeunes Chambi qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouvent pas de logement, ce n'est pas la faute des Mozabites, c'est la faute de l'État qui n'est pas en capacité de répondre. Et pour détourner, au lieu que la colère des Chamba soit portée contre le pouvoir, contre le gouvernement qui est incapable d'apporter des solutions, eh bien ils font diversion et ils rendent les Mozabites responsables de leur malheur. C'est la même chose du côté Mozabite. Ce ne sont pas les Chamba qui sont responsables des problèmes des Mozabites, s'ils en ont, bien que ce soit une communauté structurée et qui se prenne en charge. Mais c'est le régime qui est en face, c'est l'incapacité du pouvoir. Donc voilà la situation. L'armée n'apportera rien du tout. Ça va encore radicaliser les uns contre les autres. Ils sont en train de créer, je l'ai dit la dernière fois dans votre émission et je le redis, ils sont en train de créer un problème d'une minorité mozabite en Algérie, un problème qui n'a jamais existé. Ils sont en train de le créer maintenant, de la même manière qu'ils ont créé le problème en Kabylie, ils sont en train de créer un problème dans la vallée du Mzab. Et ils vont créer d'autres problèmes puisqu'ils continuent à inciter les Arabes contre les Amazirs,
les laïcs contre les salafistes, et ainsi de suite. Ce régime est en train de détruire ce pays. Si ça ne s'arrête pas, il y a des risques d'une explosion, et ce qui se passe chez nos voisins, à ce moment-là, ce sera de la rigolade. Merci. Merci Yahya Bounoir. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Salah Debbouz, Yahya Bounoir vient de nous parler de cette, j'allais dire, opération de création de problèmes de la minorité mozabite. Nous savons que les Beni Mzab représentent environ entre 550 et 570 000 personnes. Toute la communauté mozabite, disséminée aux 4 pays, aux 4 coins du pays, serait moins de 600 000 personnes. Or, elle est hyper connue, très connue pour sa grande organisation sociale, pour la douceur et la discrétion de ses membres. Vous pensez qu'ils vont pouvoir retrouver un peu de paix, pouvoir cohabiter de nouveau avec leurs voisins qui ne sont pas de leur rite ni de leur ethnie? Écoutez, moi, je viens d'avoir le chiffre. Enfin, ça ne veut pas dire beaucoup de choses pour moi. Mais ce que je sais, c'est que le problème, ce n'est pas une cohabitation entre Mozabit et Cha'ambi ou quoi que ce soit, parce que, à ma connaissance, la vallée de Mzab existe depuis au moins 10 siècles, sous la forme actuelle. Et pendant les 10 siècles, il y a toujours eu cohabitation d'une manière ou d'une autre. Et à ma connaissance aussi, on n'a jamais connu dans l'histoire au moins récente, quand je dis histoire récente, c'est-à-dire si on prend en considération l'époque turque et française et l'indépendance, jamais pendant ces périodes-là, il y a eu des événements qui ont duré dans le temps, parce que ça fait 2 ans, et d'une aussi grande violence et dévastatrice que ces 2 dernières années. Voir des habitations détruites sous le regard, parfois même la protection des services de sécurité, et le nombre de morts, je crois qu'il avoisine les 40 morts depuis le début, et même les palmeraies sont détruites, donc sous le regard et parfois même protection des services de sécurité, ça s'est jamais produit jusqu'à il y a 2 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire il y a eu des échauffourées, bon, ça se terminait par 1 mort, 2 morts, mais pas de cette façon. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Gherdaya? D'abord, pour la question de la main étrangère, il faut se rappeler que Bel'iz, je crois au mois de mars 2014, avait déclaré à Gherdaya même, dans la wilaya de Gherdaya, et j'ai encore sa vidéo, il avait déclaré que les événements de Gherdaya, ce n'était pas une question, il n'y avait pas de main étrangère, que c'est une question interne. Et je crois que Bel'iz, il savait bien de quoi il parlait. Parce que moi, je pense que c'était le pouvoir qui avait programmé ces événements. Il pensait que ça ne pouvait pas durer aussi longtemps. Et maintenant, je ne pense pas qu'ils ont tiré, ils sont arrivés à leur fin. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait durer. Voilà. Et donc, il fallait un peu trouver une pommade pour faire passer un peu cette catastrophe et ce scandale. Donc, on prend Fakhar Kamel et quelques ça. Je pense qu'il va y avoir des arrestations des côtés de Cha'amba aussi. Ils ne vont pas être bêtes à ce point parce que nous savons que Gherdaya, aujourd'hui, est géré par des quotes-parts. Si vous donnez 50 lots de terrain aux Mozabites, il faut donner 50 lots de terrain aux Cha'ambi. Si vous faites des arrestations dans les Cha'ambi, il faut faire des arrestations dans les Mozabites et vice-versa. Donc, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, je ne vais pas jusqu'à dire que le pouvoir n'a pas pu résoudre le problème. Je persiste dans ma thèse pour dire que c'est le pouvoir qui a provoqué ces événements et c'est lui qui les gère. Pourquoi? Parce que maintenant tous les Algériens ont oublié des dossiers très graves comme celui du gaz de schiste. Ils ont oublié la transition vers le système démocratique qui commençait à intéresser un peu le peuple.
Ils ont même oublié le changement de la Constitution ou l'amendement de la Constitution. Ils peuvent faire la passer demain la Constitution comme une pilule par rapport aux graves événements de Gherdaïa. Merci Salah Debbouz. Nous arrivons à la fin de l'émission. Nous allons donner la parole à Jamal Hafsi pour clore cette émission. Jamal Hafsi, je vous demandais tout à l'heure de nous dire si vous n'envisagez pas des initiatives pour rapprocher les deux peuples, pour qu'ils puissent aller vers ce grand rêve du grand Maghreb des peuples. Si, nous avons créé il y a un an et demi, nous avions créé un collectif qui aujourd'hui réunit un peu plus de 30 000 membres, dans une proportion de 50% d'Algériens et 50% de Marocains. Ici passent des choses intéressantes. Quand je dis des choses intéressantes, dans le sens où tout le monde appelle à des retrouvailles entre guillemets, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de... Quand bien même ces frontières sont fermées, on doit savoir que d'un côté comme de l'autre, il y a des personnes qui arrivent, bien évidemment, c'est une entreprise qui reste relativement dangereuse, qui arrivent à aller voir leurs cousins, sinon leurs parents par alliance, de l'autre côté des frontières. Bon, évidemment, c'est déplorable. Parce que je citerai l'exemple de ces personnes qui, par exemple, habitent à Mernia et pour pouvoir venir à Oujda, sinon à Taourir, sont obligés de prendre un avion, d'aller sur Oran, ensuite sur Casablanca et de Casablanca se retaper 700 km. Bon, c'est une situation qui est déplorable à plus d'un titre. C'est une situation qui n'a nul pareil dans le monde, si ce n'est entre les deux Corées. Et je pense que ce qui unit les Algériens aux Marocains ne devrait pas tomber sous cette comparaison absurde. Bon, maintenant, que peuvent faire les sociétés civiles d'un côté comme de l'autre? Beaucoup de choses. Mais parallèlement à ces sociétés civiles, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les patronats, parce que quand même, on devrait penser à préserver ce petit minimum qui ferait que l'on n'insulte pas l'avenir et que l'on n'insulte pas l'avenir parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Bon, les patronats sont assez, d'un côté comme de l'autre, sont relativement timides. Il n'y a pas d'affaires qui puissent se faire entre eux. Parce qu'on peut très bien faire des affaires, quand bien même, comme je le disais, les frontières. Les élites intellectuelles des deux côtés n'ont pratiquement pas d'échange. Et ça, bon, on pourrait étendre... Jamal Hafsi, je crois que nous allons devoir vous laisser développer ces solutions envisageables pour une prochaine fois, puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Je suis désolé, mais je vous promets de vous inviter une autre fois pour que vous puissiez nous dire ce que nous devrions faire pour aller les uns vers les autres. Merci beaucoup. Merci à Jamal Hafsi, donc, à Nourdine Ahmin, à Yahya Bonouar, à Salah Debbouz. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Salam alaikum. Qawala khair. Salama.